Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Réfoy, le magazine santé de Radio J. Bonjour, docteur Serge Rafale. Bonjour, Nicolas. Avec plus de 20 millions de passages par an, les services d'urgence des hôpitaux français sont confrontés, nous le savons tous, depuis le Covid, à de graves problèmes d'organisation et d'engorgement. Mais une fois sur 4, cette venue aux urgences n'est pas justifiée, car les symptômes ressentis par le patient ont été mal ou surévalués, l'autodiagnostic surestimé ou erroné. C'est la raison qui a amené le docteur Loïc Etienne. Bonjour, docteur Loïc Etienne, un fidèle de l'émission Réfoy, ici sur Radio J, urgentiste confirmé, avec une carrière de plus de 40 ans, à nous proposer cet ouvrage unique, indispensable, intitulé Urgence Santé. C'est un pavé, dis donc. Ah oui, aux éditions First Edition. Est-ce grave? Que faire? Qui appeler? Un ouvrage qui a pour objectif, face à un symptôme apparu brutalement et donc possiblement inquiétant, de répondre à 3 questions essentielles afin de ne pas se rendre inutilement aux urgences. Est-ce grave? Que faire? Qui appeler? C'est la première partie de notre entretien avec le docteur Serge Rafale. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Loïc Etienne, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau. Vous aviez déjà été mon invité à 2 reprises pour vos ouvrages précédents. Vous avez le pouvoir de changer votre santé et Les sorciers du futur, tous deux chez Marabout. À côté de vos activités d'urgentiste, vous êtes en quelque sorte un précurseur de la téléconsultation, en l'occurrence, un pionnier de l'e-santé, créateur avec des confrères du système d'intelligence artificielle Medvir, destiné au prédiagnostic et à l'aide décisionnelle en médecine. Nous redirons un mot sur l'évolution actuelle et prochaine de la médecine dans la deuxième partie avec Nicolas. Nous allons pour le moment évoquer les urgences, car vous nous proposez, comme il vient de le dire, un ouvrage salutaire si l'on veut éviter de se retrouver en vain dans des urgences surchargées avec des attentes de plusieurs heures. En tout cas, merci de me recevoir. C'est vrai que c'est un vrai problème. Et il y a à la fois, effectivement, le manque de médecins, bien sûr, mais il y a à la fois en même temps un consumérisme important. Et il y a en plus un manque d'information et un manque de compréhension de la part du public, pour des tas de raisons, en particulier parce qu'il y a une angoisse inhérente à la société. On a toujours peur que ce soit grave. Et puis en même temps parce que souvent, les gens, qu'ils soient patients ou non, ont tendance à faire un autodiagnostic. Or, en fait, celui qui fait le diagnostic, c'est le médecin. Et donc, en fait, les patients ne sont pas là pour faire un autodiagnostic, ils sont là pour évaluer la gravité de leur situation. Et ce livre, ça sert à ça. On va voir, vous expliquez bien la différence entre un symptôme, entre la plainte et effectivement ces diagnostics dans l'urgence. Alors, dans le petit historique, depuis la création, je crois, au milieu des années 60, les services d'urgence ont connu une croissance soutenue et régulière, avec une hausse de leur fréquentation estimée à 3,5% par an. Les derniers chiffres de l'adresse, la direction de la recherche, des études d'évaluation et des statistiques, évoquent, Nicolas a dit 20 millions, dit 22 millions de passages aux urgences, contre seulement 10 millions en 1966. Et 1 Français sur 4 déclare s'être rendu aux urgences, et pour beaucoup d'entre eux, ça n'était pas nécessaire, puisque 1 sur 10 seulement est admis. Ce sont des chiffres imparables et qui ne vont aller qu'en s'aggravant, hélas. Alors, votre objectif avec ce livre, c'est de nous faire profiter de votre expérience de la médecine d'urgence et aider précisément ceux qui se trouvent dans une situation qu'ils sont incapables d'analyser et estiment urgente. Ils doivent, dites-vous, répondre à 3 questions essentielles. Est-ce grave? Que faire? Qui appeler? Auquel on peut peut-être en rajouter une qui est implicite dans les autres. Où aller? Et pour l'urgentiste que vous êtes, décider si c'est grave ou pas est plus important que de porter un diagnostic précis. Oui, en fait, ce que nous faisons, nous, en fait, les urgentistes, on n'est pas là pour poser un diagnostic, on est là pour évaluer une situation. Le diagnostic fait partie de l'évaluation de la situation, bien sûr. Si on a un infarctus, c'est simple.
le diagnostic lui-même est porteur de la gravité. Vous avez une formule que vous utilisez qui s'appelle une aide à la décision. C'est une aide à la décision, effectivement, et c'est une aide à la décision pour le grand public. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce livre, vous ne pourrez pas faire votre diagnostic. Vous ne saurez pas si vous avez un infarctus, un AVC ou une rhinopharyngite ou autre chose. La seule chose, c'est que vous pourrez essayer de savoir si c'est grave ou non. Et en fait, c'est ça, la gravité, en fait, et c'est notre travail d'urgentiste, c'est est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. Et en fonction de cette réponse, grave ou pas grave, nous, les médecins urgentistes, on laisse le patient à domicile, ou on l'envoie à l'hôpital, ou on appelle le SAMU, etc. Alors en fait, ce livre, c'est la traduction un petit peu. Alors, ce n'est pas un cerveau d'urgentiste, bien sûr, mais c'est un petit peu les moyens que l'on donne au public pour non pas devenir urgentiste, mais pour pouvoir évaluer la gravité d'une situation. Et c'est ça qui est important, de façon à ne pas aller aux urgences, comme vous l'avez dit, pour un oui ou pour un non, ou par contre, s'alerter quand c'est nécessaire. Alors, on comprend que c'est compliqué parce qu'il existe en médecine, alors je vous l'expliquais, environ 17 000 maladies, dont près de la moitié sont rares. Il y a entre 176 et 205 symptômes dont nous pouvons souffrir, pour 25 000 termes médicaux. Et vous dites que le médecin connaît en moyenne 7 à 8 000 noms, mais seulement les signes de 2 500 maladies ou pathologies. C'est évidemment encore plus compliqué pour le patient, surtout dans l'urgence, de comprendre ce qui lui arrive, d'expliquer ce qu'il ressent, savoir ce qui est inquiétant et décider ce qu'il convient de faire. Alors, vous expliquez qu'une quinzaine de symptômes sont majeurs, certains sont graves, d'autres non, une cinquantaine sont mineurs, les autres sont intermédiaires. Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que vous savez, le diable se cache dans les détails. Et en fait, l'important, ce sont souvent les signaux faibles. Moi, j'ai des tas de souvenirs qui me sont arrivés en urgence, pour lesquels, à partir d'une simple éructation, qui est bon, je rote, voilà. Bon, et ben, en fait, c'était un signal faible qui, en fait, quand on tirait les fils, eh ben, c'était un infarctus. C'était un signal faible qui cachait, en fait, une douleur beaucoup plus larvée, qui en fait était le véritable problème. Et c'est souvent à cause des signaux faibles que l'on risque de passer à côté d'un diagnostic. C'est pour ça que en médecine, on dit que la médecine d'urgence c'est une médecine lente. Les urgentistes disent il n'y a pas d'urgence, il n'y a que des gens pressés. Et de fait, il faut pouvoir prendre son temps. Et ce livre, justement, a pour but d'essayer de faire en sorte que les gens, à partir de leurs symptômes, mais de leurs symptômes, non pas du diagnostic qu'ils imaginent, mais à partir de leurs symptômes, qu'ils soient capables de voir si, à partir des signes qui lui sont proposés, dans quelle catégorie il se trouve, 5, 4, 3, 2, 1, qui correspond à la classification commune de médecine d'urgence. C'est important parce que, effectivement, vous évoquez cette classification des degrés en 5 niveaux qui vont décider de la nécessité ou pas d'appeler les secours. Alors, une urgence D1, c'est pas d'inquiétude immédiate, simple surveillance, une consultation, une téléconsultation, ça c'est gérable au cabinet médical. Absolument. Si on prend les choses par le haut, 5, le degré 5, c'est il faut appeler le 15, il faut appeler le SAMU, c'est immédiat. Le 4, c'est potentiellement grave et ça pourrait devenir un peu plus grave. Le 1, à l'autre côté, c'est effectivement, bon, allez, c'est pas très grave, mais attention, il faut surveiller parce que ça pourrait passer au stade 2. Donc, il faut surveiller un certain nombre de choses. Et puis, le stade 2, ça va, on a le temps d'aller voir le médecin. Et donc, entre le 4 et le 2 se trouve le diable, c'est-à-dire le niveau 3. Et le niveau 3, c'est toujours là où c'est difficile. Parce que c'est pas forcément urgent, c'est pas forcément grave, mais ça pourrait le devenir si ça passait en numéro 4, ou ça pourrait s'améliorer si ça passait en numéro 2. Et donc, tout le gros travail qui a été fait à l'intérieur de ce livre, à partir du réseau neuronal de Medvir, ça a été justement de traquer toute cette zone un petit peu floue, un petit peu difficile, dans laquelle les gens sont un petit peu en disant je vais à l'hôpital, je vais pas à l'hôpital, je vais aux urgences, je vais pas aux urgences. Donc ça sert un petit peu à clarifier justement cette zone grise et à essayer de faire en sorte qu'on puisse se dire allez, je suis plutôt dans telle zone ou dans telle zone et je peux aussi bien si je suis en 3, monter en 4, ou au contraire, m'améliorer et que ça aille en 2, et donc que finalement ça aille mieux.
Alors, votre livre est effectivement très complet. Il y a plusieurs chapitres sur l'anatomie, sur les organes. On va nous rester sur les symptômes, ceux qui inquiètent ou ceux qui gênent, avec toujours en filigrane les 3 questions qu'on se pose. Alors, on va essayer d'être très pratique. On va prendre 3-4 situations. Un choc sur la tête, quelqu'un qui est tombé, donc un traumatisme. Alors, par exemple, le traumatisme, ce qui est intéressant avec le traumatisme, c'est souvent en particulier chez les enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants, souvent, ils tombent, ils se cognent la tête, c'est normal, hein, c'est inévitable. Hein. Et aussitôt qu'ils tombent, ils pleurent, souvent, en général. Et justement, une question qui est très importante à se poser, c'est est-ce que l'enfant a pleuré tout de suite ? Si l'enfant a pleuré tout de suite, ça va, il n'y a pas eu de perte de connaissance. S'il y a eu un délai de 5, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes entre le moment où il s'est cogné et le moment où il se met à crier, il y a eu perte de connaissance et ça, c'est hôpital. Donc, vous voyez, bon, je vous ai parlé de l'enfant. À l'opposé, pour la personne âgée, il est tombé, d'accord, il s'est cogné la tête. Mais pourquoi s'est-il cogné la tête ? Est-ce qu'il a eu un malaise ? Est-ce qu'il est tombé brutalement ? Ce qu'on appelle en médecine une drop attack, c'est-à-dire, boum, il tombe. Parce qu'en fait, il a peut-être un problème de conduction cardiaque. Donc, vous voyez, en fait, avec ces 2 exemples, vous voyez que simplement le choc sur la tête, en général, c'est rien, en général. Mais avec, vous voyez, ces 2 opposés entre la personne âgée et le nourrisson, et l'enfant qui marche, vous voyez qu'il y a des questions différentes à se poser. Et c'est grâce à ça que l'on peut se dire, oh là là, attention, il faut faire attention. Ou au contraire, se dire, bon, allez, on surveille. De toute façon, il faut toujours surveiller. Il faut toujours se dire que celui qui posera le diagnostic, c'est le médecin. La seule question est de se dire, est-ce que de toute façon, il faudrait que j'en parle à mon médecin ? Est-ce que je dois le faire maintenant, un peu plus tard ? Mais de toute façon, je dois en parler à mon médecin. Parce qu'une petite perte de connaissance chez une personne âgée qui a entraîné une petite plaie au front ou une petite bosse, etc., eh bien, ça peut en fait être le témoin d'un trouble du rythme cardiaque qui va se révéler 1 an, 2 ans après par à l'électrocardiogramme un bloc de branche ou un bloc auriculo-ventriculaire qui va nécessiter un appareillage par un pacemaker. Votre ouvrage s'adresse aux patients. C'est évidemment pas un ouvrage pour les médecins, encore que ce que vous venez de dire est très très important. On est souvent, nous, confrontés à cette situation en consultation. Alors, c'est un patient qui n'a pas appelé les urgences, mais qui est venu en consultation et qui se demande si c'est un AIT, si c'est un début d'AVC, si c'est une crise convulsive. Vous voyez, donc très compliqué. Et à l'inverse, on peut nous amener un enfant qui est tombé et derrière, la maman va demander, faut-il ou pas faire un scanner ? Absolument. C'est pour ça que ce qui est très important, devant une situation quelle qu'elle soit, c'est de savoir, de repérer quel est le symptôme principal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est ou le plus inquiétant, ou le plus grave, ou le plus émergent, ce que la personne, parce que c'est pas forcément un patient, ce que la personne ressent, et à partir de ce symptôme, eh bien, il faut voir quels sont les signes d'accompagnement. Parce que qu'est-ce qui donne la gravité ? C'est pas le symptôme en lui-même, c'est d'abord les caractéristiques du symptôme. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça a entraîné ? Où ça se situe ? De quelle manière ? Etc., etc. Deuxièmement, quels sont les antécédents éventuels ? Les traitements que l'on prend éventuellement. Et puis surtout, tous les signes d'accompagnement. Tous les signes qui sont autour. Et ce sont ces signes-là qui donnent en général la gravité aux symptômes. Et grâce à ça, on peut savoir... on est plutôt à tel niveau, 3, 2, 4, etc. Et ce n'est pas obligatoirement l'intensité des symptômes qui fait leur gravité. Parfois de petites douleurs qui peuvent cacher. Vous l'avez dit tout à l'heure sur un symptôme digestif tout à fait banal. Pareil, on peut avoir une petite douleur qui en fait... voilà. Oui. Vous avez une petite douleur en bas à droite, là, bon, un peu sourde, pas très nette, qui est pas énorme, elle est pas violente, mais vous avez des nausées, et puis vous avez pas faim, et puis vous avez la langue un peu blanche, et puis quand vous lancez la jambe en avant, la jambe droite en avant, ça augmente la douleur. Ça, ce sont des signes qui pour le médecin, évoque une appendicite. Alors, la personne qui lit le livre ne saura pas que c'est une appendicite. La seule chose, c'est qu'il y aura un niveau de gravité dans lequel on lui dira c'est un niveau 3
Et il faut voir le médecin vraiment maintenant pour qu'on voit si c'est pas quoi, on ne sait pas, mais nous savons, et le bouquin le sait, mais celui qui le lit ne le sait pas, que ce soit potentiellement une appendicite. Puisque ce livre n'est pas là pour faire le diagnostic, c'est très important. C'est vraiment l'aide à la décision. Appeler ou pas, voilà. Aller ou pas aux urgences. Rassurer quand c'est possible et alerter quand c'est nécessaire. C'est vraiment le mantra de ce livre. On va prendre un autre symptôme, alors là, qui est d'une extrême banalité. Quelqu'un qui vous appelle parce qu'il a une fièvre à 39,5. Alors là encore, c'est une question de concept, de contexte. Une fièvre très élevée chez un enfant, c'est assez, qui a 6 mois, 8 mois, c'est assez banal, ça va, on est... évidemment, tout dépend des signes qui ont. C'est plus inquiétant la fièvre élevée chez un adulte. La fièvre élevée chez un adulte est plus inquiétante, mais une fièvre, quelle qu'elle soit chez un enfant de moins de 2 mois, quel que ce soit 37,5, 38, 39, etc., c'est hôpital. Hôpital. Un enfant de moins de 2 mois qui a de la fièvre doit automatiquement aller à l'hôpital parce que c'est potentiellement une septicémie, enfin une infection du sang, parce que l'enfant est protégé par les anticorps de sa mère. Donc il n'est pas normal qu'il ait de la fièvre avant l'âge de 2 mois. Alors ça, c'est le cas, mais vous pouvez avoir des fièvres parce que vous revenez... Ça peut être un enfant de 2 ans, par exemple. Ça peut être un enfant de 2 ans. Alors un enfant de 2 ans, c'est en général beaucoup plus simple. Et d'une manière générale, mieux vaut avoir une fièvre un petit peu élevée avec d'autres signes comme le nez qui coule, etc., plutôt qu'une petite fièvre traînante, 38,5. Voyez, et puis surtout, est-ce qu'il y a des maux de tête? Est-ce qu'il y a des vomissements? Est-ce qu'il y a des petits boutons? Vous voyez, c'est tout ça qui fait la gravité de la potentielle de ce symptôme, qui est un symptôme banal, puisque tout le monde a eu ou aura de la fièvre. Donc, c'est un symptôme absolument obligé. Donc, c'est nécessaire de bien savoir là-dedans si c'est plutôt ça ou plutôt ça, et donc de savoir dans quelle catégorie on doit placer cette fièvre grâce, pareil, aux antécédents, aux signes d'accompagnement et à tout ce qui entoure ce symptôme qui peut être effectivement très grave, puisque vous pouvez avoir 41 de fièvre, avec des délires, une déshydratation, une confusion mentale. Ça peut être extrêmement bruyant. Nous, on dit ça, des signes bruyants. Votre ouvrage est très utile, puisqu'il explique qu'il y a des flèches donc, qui montent vers la gravité, voilà. Ou qui, en fait, expliquent qu'on doit pouvoir se débrouiller sans aller passer plusieurs heures aux urgences. Exactement. La douleur dans la poitrine, ça, c'est plus un petit enfant, c'est plutôt un adulte. Alors, ça peut être à l'âge de... Moi, le premier infarctus que j'ai vu, le plus jeune que j'ai vu, il avait 18 ans, mais il avait une malformation cardiaque, etc. Bon, c'est exceptionnel. C'est en général, effectivement, à partir de l'âge de 45 ans. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est protégé. On se rend compte de plus en plus que l'infarctus chez la femme est sous-estimé. Maintenant, sous-estimé parce que les signes sont moins importants. Souvent. Parce que les signes sont moins importants et parce que nous, les médecins, nous y prêtons moins d'attention parce que nous disons c'est une femme, donc la femme est protégée par ses hormones et c'est plutôt l'homme, fumeur, etc. En fait, devant la douleur dans la poitrine, je vous donne un petit exemple. La manière de décrire cette douleur dans la poitrine est extrêmement importante. Si la personne désigne cette douleur avec le doigt, comme ça, vous voyez, avec le doigt, à un endroit, c'est plutôt rassurant. Si elle le désigne en mettant sa main sur la poitrine, la main à plat, et en désignant une zone assez importante, pas forcément à gauche, mais plutôt d'ailleurs au centre, ça c'est un signe qui doit inquiéter. De la même manière, si vous avez une douleur qui augmente en inspiration et qui cesse quand vous arrêtez de respirer, ça va, c'est plutôt rassurant. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas effectivement quelque chose de grave. Mais on est plutôt dans un contexte qui est plutôt rassurant. Donc vous voyez là encore, c'est les caractéristiques du symptôme. Et bon, alors, la douleur classique, douleur dans le bras gauche qui radie. Et souvent, pour nos auditeurs, la douleur qui est à la pointe du cœur, c'est généralement pas une douleur cardiaque. Ça. Exactement. En général, quand c'est à gauche, on se dit, bon, ça va, on est à peu près tranquille. Mais vous pouvez avoir il n'y a pas que l'infarctus. Vous avez l'embolie pulmonaire, qui est une véritable catastrophe. Vous avez la dissection aortique. Vous avez toutes ces horreurs-là, qui sont en fait des diagnostics de gravité qui sont
qui sont parfois méconnus, mais que les urgentistes, nous, on a toujours en tête. Vous voyez, embolie pulmonaire et la dissection aortique, pour nous, on a toujours ça au fond de la tête. Alors, dans le bouquin, évidemment, on va pas vous dire ça, mais on va vous dire que si la douleur, elle est comme une déchirure et qu'elle descend dans le dos et qu'elle descend dans les reins, voilà, attention, là, il faut absolument y aller très très vite. Un problème courant, le mal de ventre. Là aussi, nous, en consultation, quand on voit les patients, pas obligatoirement un diagnostic immédiat, mais de savoir si c'est chirurgical ou pas chirurgical. Alors, c'est la question, et en fait, dans le mal de ventre, il faut voir qu'il y a 9 zones dans le ventre, et qu'il y a, je ne sais plus combien il y a d'organes, mais il y en a au moins, presque une vingtaine, je crois, je vous dis ça de mémoire, c'est dans le livre sur la partie anatomie. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas que le digestif dans le ventre, il y a également tous les organes génitaux, il y a l'ovaire, l'ovaire, l'utérus chez la femme, le testicule chez l'homme, etc. Il y a la vessie. Donc vous avez beaucoup d'éléments qui sont là-dedans, qui sont très interpénétrés. Et donc là encore, un mal de ventre, pour arriver à se dire qu'est-ce que ça peut être, c'est déjà la localisation. La localisation, c'est très important. Ensuite, où est-ce que ça va? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? L'intensité de la douleur, oui, mais c'est surtout la brutalité. Est-ce que c'est survenu comme un coup de couteau? Ça, c'est inquiétant. Mais également une douleur sourde, une douleur qui traîne avec une petite fièvre. Vous voyez, ça aussi, c'est inquiétant. Une douleur abdominale avec des frissons, des tremblements, de la fièvre. Frissons, tremblements, fièvre, douleur abdominale, surtout si la douleur est dans les reins. Là, tout de suite, il faut se dire, ça doit être alors, ça s'appelle une pyélonéphrite, donc une infection du rein. Vous ne le saurez pas. Mais vous saurez par contre, dans le livre, que là, il faut vraiment être plutôt dans une urgence 4, parce que il faut être vu par un médecin. Pourquoi? Parce que si l'infection monte, ça provoque une septicémie. Et c'est grave, une septicémie. Et si ça descend, c'est peut-être un petit peu moins grave, mais il faut absolument le surveiller. Vous conseillez ou pas la prise de médicaments? Ah oui, bien sûr. Alors, les médicaments, bien sûr, les médicaments, ce qui est important dans les médicaments, c'est en fait, il y a des médicaments de médication familiale. Ce sont des médicaments que nous avons tous dans notre armoire à pharmacie. L'armoire à pharmacie, c'est l'endroit le plus dangereux de la maison. Parce que c'est là où on met les vieux antibiotiques, les vieux machins, les vieux médicaments. Et justement, c'est là où il faut absolument mettre prendre que des médicaments qui sont de médication familiale. Alors, ce sont des antispasmodiques, des anti-inflammatoires simples, ibuprofène, etc., des antidouleurs. Il y a une dizaine de médicaments. Et puis, vous avez dans le livre également des tas de petites techniques très simples. Donc déjà, il faut savoir faire une manœuvre de Heimlich pour quelqu'un qui étouffe, bien sûr. Mais vous pouvez, par exemple, des palpitations avec le cœur qui se ralentit. Il faut boire un verre d'eau glacée, cul sec. Ça va avoir tendance à le ralentir. C'est l'équivalent de ce que nous faisons en médecine avec les manœuvres de Valsalva. Voilà, un ouvrage qui permet de mieux comprendre la situation, de rassurer ou alerter afin de prendre la bonne décision. Absolument. Et on va continuer d'en parler en deuxième partie. Moi, je suis un peu inquiet, docteur, parce que je n'ai aucune douleur nulle part. Ça m'inquiète un peu. Je n'ai rien, je ne souffre de rien. Non, vous trouvez pas ça inquiétant, vous? Vous savez, on dit en général, à partir de l'âge de 50 ans, ce qui n'est pas votre cas, si on n'a aucune douleur, c'est qu'on est mort. Ah écoutez, à 15 jours près, j'ai 50 ans dans 15 jours, donc c'est bien ça. Oh là là, j'ai jappé belle. Allez, à tout de suite pour la deuxième partie. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. On continue avec le docteur Loïc Etienne en deuxième partie de Réfoy Urgence Santé. Est-ce grave? Que faire? Qui appeler? Paru chez First Édition. On a terminé cette première partie avec quelques exemples qu'on aime bien en deuxième partie, pratico-pratiques. Docteur Loïc Etienne, par exemple, pour calmer les crises de tétanie ou de panique, on dit souvent qu'il faut respirer dans un sac en plastique. Oui, absolument. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les signes qui sont les picotements autour de la bouche, les picotements dans les mains, sont dus en général à ce qu'on appelle une hyperventilation, c'est-à-dire la tendance à respirer trop vite et trop fort. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une diminution de l'acidité du sang. Et à ce moment-là, le seul moyen d'arriver à réacidifier le sang, c'est de respirer dans un petit sac en plastique son propre air. On va donc respirer du gaz carbonique. Le gaz carbonique va se transformer, va tamponner, si vous voulez, va réélever le niveau d'acidité. Et donc à ce moment-là, on va se trouver avec une crise qui va se calmer. Alors évidemment, ça peut avoir un côté un petit peu angoissant de se dire j'ai du mal à respirer et je vais respirer mon propre air. C'est très utile. Mais c'est quelque chose qui marche. Pareil sur une brûlure, on en parlait là pendant la petite pause entre nous. La brûlure, vous parliez des 3x15. Qu'est-ce que c'est exactement? On vient de se brûler, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une règle qui est établie par les pompiers depuis très longtemps. C'est il faut mettre de l'eau à 15 degrés, donc de l'eau du robinet, en général est à 15 degrés. La faire couler longtemps. Et il faut la faire couler pendant 15 minutes et à 15 cm parce que si vous la mettez trop près, vous risquez d'aggraver les lésions, et c'est une brûlure du second degré avec des cloques, elles vont péter. Donc, il faut mettre pas trop 15 cm. Voilà, à 15 cm. C'est ce qu'on appelle la règle des 3-15. Pareil pour le massage cardiaque externe, quand on est seul, c'est un peu plus compliqué. Quand il y a quelqu'un et qui ne sait pas, qui a jamais fait les exercices de PLS ou qui a jamais pratiqué. Alors là, c'est beaucoup plus difficile. Ça se complique. C'est pour ça que l'éducation au massage cardiaque doit se faire partout, doit se faire dès l'école, de façon à ce que les gens comprennent que. Alors maintenant, bien sûr, il y a les films. Alors en général, les films ils sont bien, mais souvent les films et les séries montrent de mauvais gestes. Il faut avoir vraiment les bras tendus. Il faut appuyer au milieu du sternum. Et puis, il faut compter avec... alors, vous avez... moi, une chanson que j'aime bien, c'est Frère Jacques, parce que Frère Jacques, ça nous donne le rythme. Et grâce à ça, on arrive à savoir. Dans votre livre, c'est Staying Alive, je crois. J'ai mis les deux. Moi, c'est pas le même genre. Je préfère Frère Jacques. C'est un côté plus... Parce que reste en vie, oh là là. Il y a un nombre... on ne sait pas vraiment la période, mais à Noël, les gens qui s'ouvrent les mains avec l'ouverture des huîtres, des crustacés, là, il faut un gant à la main gauche ou un torchon ou quelque chose, mais... Oui, et puis il faut surtout aussitôt qu'il y a une plaie de la main, quelle qu'elle soit, il faut aller à SOS-Main. Là, on va en parler dans quelques instants avec Vladimir, bien sûr. Quelqu'un qui avale une cacahuète ou qui avale de travers. Comment on expulse un corps étranger? Alors, vous avez deux techniques. Vous avez la technique de Heimlich qui est réservée aux adultes. Donc, je ne sais pas si vous avez vu Madame Doubtfire, ce film. On prend la personne par derrière, comme ça, on met le poing juste sous le sternum, et puis on tire très, très violemment de façon à expulser. Et puis chez l'enfant de moins de 3 ans, c'est ce qu'on appelle la manœuvre de Muffinson. On le met à plat sur les genoux, puis on lui tape sur le dos. Ça, pareil, il faut l'apprendre. Alors, c'est décrit, et je pense que c'est utile à lire, à connaître ces petits gestes qui se trouvent à la fin du bouquin, parce que là, justement, on peut comprendre un petit peu comment ça va. Et puis, vous avez plein de tutos sur Internet où c'est très bien expliqué. Alors, il faut être rouge, etc. Il faut être avec le conseil sur un malaise vagal, les conseils sont relativement simples. Les jambes en l'air. Voilà. S'allonger, rester tranquille et attendre que ça passe. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un malaise vagal? Voilà. Comment on le définit? C'est en général que quelqu'un qui a soit une douleur à la suite d'un choc violent, ou parce qu'il y a une grosse douleur abdominale ou une douleur dans la poitrine. C'est en général un point de départ douloureux qui va provoquer une suite de réactions en chaîne. Et ces réactions,
qui sont médiés par l'adrénaline, ça va provoquer une accélération du cœur, donc des palpitations, ça va provoquer des sueurs, et comme les vaisseaux se contractent à cause de l'adrénaline, la sueur arrive sur une peau froide, donc les sueurs sont froides. Et tout ça, c'est explicable, et en fait, le malaise vagal, c'est ça, c'est des sueurs froides, un malaise, et le cœur qui tape, de façon à échapper justement Donc à allonger, surélever simplement et les talons. surélever les gens. C'est très important. Quand on est seul, quand on est isolé, qu'on vit de façon isolée, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'avec votre expérience, il y a des petits réflexes à avoir, confier son numéro de téléphone, avoir un portable pas loin pour des personnes âgées, On a maintenant les smartphones. C'est quand même une aide énorme parce que vous avez des numéros, vous avez le moyen de joindre quelqu'un. Donc, on n'est pas dans la pampa, hein, ça va. Mais ce qui est important, c'est peut-être d'anticiper et surtout de comprendre. C'est pour ça que dans la première partie du bouquin, j'ai parlé de l'anatomie, de la physiologie et des organes. Alors, c'est pas quelque chose... c'est quelque chose que je trouve intéressant à lire parce qu'on comprend comment marche le corps. Et comprenant comment marche le corps, on définit mieux le théâtre des opérations. Et connaissant le théâtre des opérations, on est mieux à même de relativiser les choses et de se dire, bon, voilà, oui, j'ai mal ici sous les côtes à droite, d'accord, ok, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Ah bah, il y a le foie, il y a la vésicule, ok, et puis il y a le côlon, d'accord, bon, ok. Donc déjà, ça permet de donner un sens aux symptômes. Et c'est ça qui est très important, c'est de donner du sens et de la compréhension. Parce que vous dites dans votre pratique qu'il y a eu comme un phénomène de substitution. Les urgences ont changé, notamment par rapport aux déserts médicaux. Elles ne répondent plus aux mêmes besoins. Elles ont changé un peu d'aspérité, les urgences. Vous le constatez, ça? Oui, il y a eu une évolution. Moi, quand j'ai commencé il y a 40 ans, dans les années 80, on avait 3 infarctus par nuit, 2 embolies pulmonaires, il y avait vraiment des cas graves. Il y a eu maintenant la prévention, il y a eu le 15, il y a eu maintenant une amélioration considérable de la prise en charge des urgences. Et le fait que le SAMU existe et qu'il y ait maintenant une structure très importante, ça a énormément amélioré les choses, de même que la prévention a amélioré énormément les choses. Le seul problème, c'est que nous sommes habitués, jusque dans les années, on va dire, de 80, 2000, disons à peu près, on s'est habitué à avoir une certaine sécurité. Et en même temps... tout de suite. Et en même temps, voilà, le principe de précaution que nous avons, qui a été initié en 1985, ne l'oublions pas, hein, le principe de précaution, c'est avec le sida, hein, ça a fait émerger, ça a transformé le principe de précaution, qui est plutôt bien, en une obsession. Enfin, obsession, c'est un peu fort, mais du risque zéro. Or, le risque zéro, le seul risque zéro qui existe, c'est quand on est mort. Il n'y a pas de problème. Là, il y a un risque zéro. Donc, il y a toujours un risque. Mais le fait d'augmenter la perception du risque crée forcément de la consommation, crée de l'angoisse, et forcément, maintenant, dans les urgences, on voit des tas de gens qui vont aux urgences, d'une part parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant, parce qu'il y a de moins en moins de médecins traitants, deuxièmement parce qu'ils n'ont pas trouvé de médecin, et puis troisièmement parce que il y a une angoisse un petit peu prophylactique. Voilà, c'est existentiel, prophylactique. Voilà, c'est donc forcément ça bougeait. Et maintenant, moi je sais que maintenant des infarctus, on en voit en tant qu'urgentiste, on en voit un par mois et encore, alors qu'avant c'était 3 par nuit. Et quelques années ont passé depuis la période du Covid, de la Covid. Quel est votre retour d'expérience là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été rassurantes, des choses plus alarmantes sur la fréquentation des urgences? Quel est votre bilan de cette crise passée? Vous savez, je crois qu'on a enfin, c'est pas moi qui pourrais en parler, ce serait plus des urgentistes hospitaliers qui pourraient le dire. C'est évident que le Covid a provoqué un coup de pied terrible dans la fourmilière. Alors, on est tous en train de s'agiter. Notre niveau d'inquiétude a augmenté. Il y a eu toute la polémique sur le vaccin qui a fait qu'entre les pro-vax et les anti-vax, il y a eu une guerre qui a favorisé
toute cette éclosion d'incompréhension, multipliée par les porte-à-voix extraordinaires que sont les réseaux sociaux, qui ont provoqué de la désinformation. Donc, si vous voulez, nous nous trouvons, grâce à tous ces éléments d'information, avec un niveau d'inquiétude qui augmente et qui est un petit peu décalé, je trouve, personnellement. L'inquiétude s'est rajoutée à l'angoisse dont vous parliez. Exactement, l'inquiétude en couche successive. Exactement. Et on aboutit maintenant à une situation dans laquelle on est véritablement un peu dans l'excès, je trouve. Un peu dans l'excès. Et par contre, on se rassure parfois en se disant « Oh non, ça peut pas être ça ». Donc, vous avez des tas de gens, et ce qu'on a vu avec le Covid, c'est que vous avez des tas de gens qui auraient dû appeler le 15 et qui se sont dit « Oh ben ça va, c'est pas le Covid, c'est bon ». Bah oui, c'était pas le Covid, mon vieux, c'était un AVC. Hop. Bon, il n'y a pas que des nouvelles. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, vous avez retrouvé un ancien compagnon. Oui, avec en la personne du docteur Vladimir Mitz. Vous êtes connu. Bah, j'étais son externe. Enfin, il était mon chef de clinique à l'époque où moi j'étais un petit externe chez le professeur Villain. C'était pour moi un stage extraordinaire. Vous avez entendu Vladimir, le professeur Villain. Eh ben, on va en parler dans quelques instants dans cette chronique. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Bonjour Vladimir, chers amis, chef de clinique. Chers amis, bonjour et félicitations. Que s'est-il passé à Boucicaut il y a quelques semaines de cela, quelques années, du côté de SOS Main? J'adore être là, face à ce livre et à vous-même, Loïc Etienne, parce que vous incarnez ce qu'il y a de plus noble dans la profession médicale, c'est-à-dire de répondre d'une façon urgente à l'urgence. Parce qu'on oublie que l'urgence, c'est vécu par beaucoup de gens comme quelque chose d'impossible à surmonter. On se retrouve seul avec son angoisse et sa pathologie. C'est surtout le cas, par exemple, en chirurgie de la main, celle que nous avions initiée à l'hôpital Boucicaut sous la géniale influence du professeur Villain. Figurez-vous qu'à cette époque, il y avait toujours autant de plaies de la main que maintenant. Il y avait les plaies de la main qui étaient d'ordre professionnel et qui, en général, obéissaient à une filière bien organisée pour prendre les patients en charge, mais la moitié des plaies de la main sont des plaies d'origine bricolage, à la maison, une femme qui se coupe un bout de doigt, une porte qui claque et un bout de doigt d'enfant qui reste sous la voiture. Et ça constitue un drame qui est absolu parce que c'est l'inattendu et l'inattendu sanglant. Vous allez nous dire les règles de conservation de ce petit membre coupé dans quelques instants. Voilà, alors que faut-il faire d'abord ? C'est une règle qui est très pratique. D'abord, il faut retrouver le fragment qui a été amputé. Parfois, c'est difficile quand c'est un chien qui l'a mordu, ou qu'il y a eu un geste brutal et le petit fragment a disparu. Il faut le retrouver, de façon à pouvoir le conditionner. C'est-à-dire que pour que la chirurgie de réparation puisse se faire, pour qu'on le puisse réimplanter, donc anastomoser les petites artères et les petites veines, il faut le retrouver et le placer non pas directement sur des glaçons, parce qu'on va geler le petit fragment, mais il faut isoler des glaçons avec une compresse ou un gant en caoutchouc, et on va placer ce petit fragment dans ce gant pour qu'il ne soit pas directement au contact de la glace. Et ainsi, on a entre 6 et 8 heures pendant lesquelles on peut se mettre en rapport avec un centre de chirurgie de la main urgent, un centre qu'on appelle maintenant SOS Main ou Urgence Main, dans lequel cette opération de réparation pourra être effectuée. Mais attention, tout n'est toujours pas possible. Il y a des petits fragments qu'on ne peut pas réimplanter, et puis il y a aussi parfois des cas extrêmement complexes, très graves, ceux qu'on observait notamment autrefois, où les gens se jetaient sous le métro et qui avaient par exemple les 2 cuisses sectionnées, et là c'est plus un petit bout de doigt qu'il faut réimplanter, c'est un être humain qu'il faut sauver parce qu'il est déjà à moitié mort avant qu'on l'ait amené à l'hôpital. Alors un mot sur l'utilité justement de cette microchirurgie. Elle est très précise et très utile, mais il faut agir vite. Oui, ce qui a considérablement changé, et je pense que c'est le cas maintenant dans beaucoup de disciplines médicales, c'est le fait que les chirurgiens ont été amenés à aller de plus en plus vers le petit. Qu'il s'agisse des opérations à l'intérieur du ventre, où on utilise maintenant des robots avec des écrans géants qui permettent donc d'opérer au millimètre près. Et nous, à cette époque, la grande transformation qui avait été faite, c'est que nous pouvions utiliser des microscopes, au départ d'ORL ou d'ophtalmologie, qui grandissent donc 40 fois, et ce qui fait qu'un petit vaisseau qui était écrasé ou coupé et qui condamnait un bout de doigt sectionné à être jeté, eh bien là, on pouvait le
réimplanter, c'est-à-dire recoudre ensemble, outre l'os, les tendons, mais les petites artères et les petites veines, pour que le sang se remette à circuler. Et c'est cette circulation sanguine qui a complètement modifié. Et cette microchirurgie, elle s'est aussi développée beaucoup en matière de neurochirurgie, même, et en chirurgie cardiaque, puisque les pontages, c'est-à-dire le fait de réorienter le flux sanguin d'un endroit à l'autre, fait maintenant partie des disciplines chirurgicales très larges. Mais la microchirurgie, elle, ça consiste à opérer sous microscope, et la difficulté, c'est que le chirurgien ne voit plus ses doigts. Il regarde droit devant lui, un écran ou des oculaires, et donc il doit apprendre, comme un pilote d'avion, à découpler ses gestes pour pouvoir ainsi avoir une fiabilité, ce qu'on appelle la fiabilité, c'est réussir à 100% de mettre 6 points autour d'un demi-cheveu. Vous avez reçu, bien sûr, ce genre de cas, un doigt coupé, un membre amputé. En général, Qu'est-ce que vous... il y a très longtemps, il y a très très longtemps, parce que maintenant, toute amputation en général justifie le déplacement du 15 en général, où les gens immédiatement vont à l'hôpital. Donc nous, les médecins d'urgence, on était avant. Vous ne les voyez plus tout ça. là, maintenant. On en voyait, mais c'était très peu fréquent. Là où j'en ai vu beaucoup, c'est quand j'étais externe chez le professeur Villain, où on avait des cas. J'ai des souvenirs. J'ai encore en tête des cas. Vous voyez, ça fait 50 ans et j'ai encore en tête ces cas où j'ai vraiment appris chez Villain des choses absolument essentielles. Et c'était, enfin pour moi, je suis vraiment heureux qu'on se voit, parce que ça me rappelle, Alors un petit conseil pratique que je vais vous donner, c'est très fréquent que quelqu'un se coupe un doigt, mais pas complètement, une entaille. Voilà, une jeune fille qui est un peu énervée parce qu'elle s'est disputée avec son mari, et puis elle prend son couteau parce qu'elle veut éplucher une pomme de terre, le couteau déraille et elle se coupe. Panique. Alors, quels sont les gestes importants à faire dans ces cas-là ? Et à ne pas faire. Alors, d'abord, il faut lever la main. Il faut lever le doigt le plus haut possible parce que ça diminue le saignement. Ainsi, elle ne va pas inonder de sang et affoler tout le monde. Ensuite, il faut savoir qu'une petite plaie peut comporter des graves dommages en profondeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger ces petites plaies, ne pas tout de suite coller un petit pansement et dire c'est rien. Il faut quand même vérifier que la sensibilité du bout du doigt est présente. Parce que s'il y a une petite insensibilité, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit nerf qui est blessé et qu'il faut un acte chirurgical. De la même façon, il faut bouger le bout du doigt pour savoir si l'extrémité du doigt plie encore. Parce que si le bout du doigt ne plie pas, ça veut dire qu'un tendon a été coupé et il faut une réparation. Et on sait qu'en matière de réparation de chirurgie de la main, c'est urgent, c'est vraiment urgent. Autrefois, on disait, quand un blessé de la main arrivait en urgence, c'est pas grave, le spécialiste de la main va venir demain et il va vous examiner. On le laissait dans un lit. Et c'est ça que Raymond Villain, notre patron, avait révolutionné parce qu'il avait dit, la main, c'est vraiment une urgence urgente. C'est-à-dire que c'est dans les 3 heures qu'il faut résoudre et opérer ces patients. Et il avait même créé donc cette spécialité où c'était plus un spécialiste des os longs ou de la chirurgie digestive qui devait venir opérer. Il fallait former des chirurgiens de la main, ce qui a pris une bonne dizaine d'années. Mais à la fin, nous y sommes arrivés et la France, en tout cas, est très bien outillée pour traiter ces blessures de la main. Merci Vladimir. On revient, docteur Loïc Etienne. C'était le cas dans vos précédents ouvrages. On va revenir sur votre réflexion un peu plus générale que sur celle des urgences, votre réflexion sur la médecine un peu plus générale. Vous avez parlé en première partie du système Medvir. Vous pouvez nous préciser ce que c'est exactement ? Medvir, c'est un système d'intelligence artificielle. Alors, intelligence artificielle, il faut mettre des tas de guillemets. Comme l'a dit Luc Julia, l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Et c'est vrai que ça n'existe pas, puisqu'elle ne comprend rien à ce qu'elle fait. C'est en fait une intelligence humaine augmentée. Et donc, en fait, ce que nous avons fait, c'est qu'on a créé en 1987 le 3615 écran santé avec le soutien du GAN. Et donc, ça nous a permis de recueillir, de répondre à des tas de questions, des tas de questions, et de comprendre la parole du patient. Si vous voulez, moi, je suis très attentif à la parole du patient et à la parole du médecin, parce que tout commence par un dialogue dans la relation médecin-patient. Et donc, il faut comprendre ce que les mots veulent dire, ce que les mots des patients veulent dire, ce que les mots du médecin veulent dire. Et donc, à partir de ça, le système, qu'est-ce qu'il fait ? Il pose des questions, exactement comme le fait un médecin réel. Et comment il pose ces questions ?
il les pose en les priorisant, en essayant de savoir à la fois ce qui peut être le plus grave et à la fois ce qui peut être le plus fréquent. Et c'est ce que nous faisons en général, c'est bon, allez, on essaie toujours de poser le minimum de questions de façon à savoir, est-ce que ça peut être grave ou pas grave. Vous voyez, par exemple, vous avez un petit signe de savoir si la personne est au niveau de coma, par exemple, une personne, mais il faut simplement voir si elle bave ou non. Voilà, si elle bave, c'est qu'elle n'a plus de réflexe de déglutition, donc ça veut dire que c'est vraiment un coma au moins stade 3. Donc ça veut dire que, vous voyez, ce sont avec des petits signes, des petites questions importantes que l'on peut arriver à évaluer la gravité de quelque chose. Et Medvir, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau neuronal qui donc pose des questions comme un médecin, qui comprend donc maintenant 1200 maladies à l'intérieur, dont 270 maladies rares que nous venons de faire avec Sanofi, dans un système qui s'appelle Acceleraire, et qui est à destination des médecins. Et ce logiciel Medvir, mon ambition est de le mettre à disposition du grand public, de façon à ce que justement on puisse, pas seulement au travers d'un bouquin, mais au travers d'une application sur son smartphone, répondre à des questions et savoir si c'est grave ou pas grave. Donc faire absolument le même travail. Vous étiez venu dialoguer avec Serge dans un précédent numéro de Réfoy, et vous disiez, dans votre précédent ouvrage, par rapport à votre précédent ouvrage, que le diagnostic avec l'intelligence artificielle aura peut-être dans un futur assez proche, 10 ans, totalement échappé aux médecins. Est-ce que vous le pensez toujours ? Alors, je pense qu'en fait, le diagnostic n'est pas une fin en soi. Le diagnostic, c'est un moyen. C'est un moyen de circonscrire quelque chose, et c'est un moyen de comprendre quelle est la problématique du patient. Donc, c'est nécessaire, mais c'est pas une fin en soi. Donc, ce qui compte, je pense, par contre, c'est le soin. Voyez, vous avez le traitement et puis vous avez le soin. Et je pense que l'intelligence artificielle va permettre aux médecins de pouvoir être aidé, voilà, de pouvoir être aidé, de se dire, il passera plus à côté d'une maladie rare parce qu'il aura des machines qui l'aideront. Elle est indispensable pour vous, cette intelligence artificielle. C'est absolument indispensable. C'est inévitable. De toute façon, c'est ce qui va se passer. De façon à ce que le médecin puisse récupérer du temps, se libérer un petit peu une partie de son cerveau, mais toujours être en lien et de pouvoir parler avec le patient. Le dialogue, la relation de ces deux, entre l'humanité du docteur et la technicité de cette intelligence artificielle. C'est exactement ça. Ouais. Nous allons devenir, nous, des médecins, génération future, des médecins augmentés, c'est-à-dire des médecins qui vont être aidés par des machines, que ce soit par le diagnostic radiologique, par exemple, maintenant qui existe beaucoup, les symptom checkers qui vont permettre justement de faire de la régulation ou du triage au niveau des urgences, mais également d'autres systèmes qui permettront d'aider en radiothérapie, par exemple, qui pourront aider en chirurgie, on l'a vu, parce qu'il va y avoir maintenant de plus en plus des robots qui vont pouvoir être aidés par intelligence artificielle. Bon, c'est encore... Donc dans ce domaine où la médecine d'urgence souffre actuellement de manque de personnel, l'IA, l'intelligence artificielle, sera une alliée indispensable. Ce sera une alliée indispensable, mais ça ne remplacera pas. Ça ne peut pas remplacer, parce que nous avons, nous les médecins, un outil extraordinaire qui s'appelle l'effet placebo. L'effet placebo, on en use et on abuse, mais c'est souvent un moyen qui permet au patient de récupérer, de trouver en lui les ressources pour s'auto-guérir. Bon, évidemment, il va pas s'auto-guérir, il n'y a pas d'ici, mais un certain nombre d'éléments vont lui permettre de pouvoir améliorer sa pathologie, et donc de pouvoir essayer de gagner de l'auto-guérison. Et ça ne marche uniquement grâce à la relation médecin-patient. Et le robot sauveur à domicile, vous y croyez ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas, mais est-ce que ça nous rendra plus heureux ? Est-ce que ça nous rendra moins angoissés ? Est-ce que nous ne deviendrons pas encore plus dépendants, comme ces chauffeurs de taxi qui ne savent plus se repérer dans Paris ou dans Londres, parce qu'ils font confiance à Waze. L'homme augmenté, mais pas nécessairement plus heureux. Eh bien, c'est un peu la conclusion de notre émission du jour. En tout cas, on se rapporte pour le pratico-pratique. Comme disait le docteur Serge Rafal,
rempli, voilà, faut pas le laisser tomber sur le pied, hein, votre bouquin, parce que là, sinon, c'est le 15 direct. Hein. Et puis surtout, Ça veut dire qu'il est complet. et ça donne des tendinites si on l'utilise. C'est le poignet, c'est le Urgence Santé Elbow, vous voyez, comme au tennis. Merci, docteur Loïc Etienne, d'être venu dans ce numéro de Réfoua. Merci Vladimir, merci Serge, merci aux deux Serge, et merci à Laura qui était avec nous en studio. On a le droit de lui dire merci. À la semaine prochaine. Radio J. Réfoua, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.